Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 30 janvier 2026, dernier jour de la semaine et avant-dernier jour de ce mois de janvier. Nous sommes heureux de bénéficier de votre fidélité. Cela nous va droit au cœur. C'est bel et bien Bonjour le Bénin qui prend le pouvoir et ce jusqu'à 9 heures. Ce matin, mesdames, messieurs, nous parlerons de santé. Est-ce que vous savez qu'il est important, je dirais même vital, de consulter dès que l'on commence par sentir quelque chose d'inhabituel? Lorsque votre corps commence par vous envoyer des alertes et que vous sentez des choses qui ne devraient pas se ressentir, il faut consulter. La raison est simple. Quand le diagnostic est posé plus tard, et oui, le problème pourrait être fatal. Et nous serons donc avec notre invité en matière de santé pour parler de quels sont les signes qui doivent nous alerter pour que nous puissions en même temps consulter avant qu'il ne soit trop tard. L'autre sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous aurons majoritairement une émission aujourd'hui aux couleurs artistiques puisque nous allons recevoir deux artistes. Yaya Yaovi sera dans ce studio pour nous parler, mesdames et messieurs, de son actualité musicale, mais aussi on va recevoir celle-là qui s'est révélée un 1er août. Anna Fambo sera également dans ce studio et elle sera l'invitée de Amandine Aniabossou. On parlera de cette jeune voix qui impressionne, cette voix qui désormais voudrait se faire compter parmi les grands artistes de notre pays. Quelle est son actualité? Pourquoi avoir choisi prioritairement le gogoron? Elle nous dira ce qu'il en est. Mesdames et messieurs, mais avant de développer tout ceci, vous le savez bel et bien, le premier acte qui fonde cette célébration matinale, c'est bel et bien l'information. Et c'est avec Victorine Bondé. Un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Le Sénat français a adopté mercredi dernier une loi cadre afin de faciliter le retour des œuvres pillées par les forces coloniales françaises vers les pays demandeurs. Un processus de restitution de biens qui doit encore être validé par l'Assemblée nationale puis par le Conseil constitutionnel. De quoi retourne cette question? Ariane Da Silva nous fait un point. Un pas décisif franchi dans le processus de restitution des biens culturels africains acquis par la France pendant la colonisation. Une loi cadre a été adoptée par le Sénat français. La nouvelle législation instaure des critères clairs et une procédure transparente pour répondre aux demandes des pays concernés. C'est la concrétisation d'une promesse du président de la République, Emmanuel Macron, faite à Ouagadougou en 2017. La loi a pour objectif d'encadrer le processus complexe de restitution des biens acquis par la France de manière illicite durant la période coloniale et d'apporter une réponse plus efficace et documentée aux pays réclamant la restitution d'œuvres ou d'objets actuellement conservés dans les musées français. Depuis quelques années, plusieurs États africains, à commencer par le Bénin, ont formulé des demandes officielles de restitution de biens culturels. En novembre 2021, 26 trésors royaux ont été restitués au Bénin, mais ils ne sont pas les seuls objets emportés par les colons. De nouvelles œuvres restent à récupérer. Il s'agit par exemple du dieu Gou, œuvre emblématique, dieu des métaux et des forges. La tablette du Fa, œuvre mythique. En 2018, un rapport commandité par le président Emmanuel Macron a conclu qu'en France, au moins 90 000 œuvres d'art d'Afrique subsaharienne font partie des collections publiques françaises. Et suite à l'adoption de cette loi, la franco-béninoise Marie-Cécile Zinsou se prononce. Elle est spécialiste du patrimoine, historienne de l'art, figure emblématique de la promotion de l'art contemporain. Suivant. Aujourd'hui, c'est un jour important puisque c'est un jour où le Sénat français a voté à l'unanimité la loi cadre sur la restitution. Donc, c'est une première étape d'un processus un peu long, mais c'est une première étape très positive avec une nouvelle procédure qui va permettre aux États demandeurs, comme le Bénin et d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs d'Europe, les États demandeurs vont pouvoir formuler des demandes de retour d'objets du patrimoine. Il fallait faire une loi spécifique pour chaque objet demandé ou pour chaque demande spécifique d'État.
Aujourd'hui, ce qui change, c'est que c'est désormais 2 commissions qui vont statuer, une commission scientifique et une commission qui sera créée avec des membres de l'État demandeur et des membres de l'État français. C'est quand même un cadre qui va aller plus rapidement que de devoir légiférer. Et la représentation nationale française ne sera pas systématiquement sollicitée pour toutes les deux. Ça, c'est la vraie victoire, j'ai envie de dire, de l'Afrique, même si ça concerne évidemment d'autres pays. Mais pour l'Afrique, c'est très important car une grande partie du patrimoine est à l'extérieur de l'Afrique et a été pillé pendant cette période coloniale. Donc, c'est très particulier parce que, voilà, aujourd'hui, on est sur un grand combat et même si les mots sont pas tout à fait les bons, même si la position française est un peu complexe, aujourd'hui, les choses changent considérablement et la réalité, c'est que c'est la jeunesse qui gagne, parce que c'est la jeunesse qui va être face à son patrimoine, c'est la jeunesse qui va voir le retour de cette histoire, qui va pouvoir recréer à la fois une histoire, une fierté, parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation a effacé cette histoire. Tout ça est un changement de relation entre évidemment la France et l'Afrique, mais c'est aussi un changement très important pour nous-mêmes en tant que Béninois. Pour les autres Africains sûrement aussi, mais pour nous-mêmes en tant que Béninois, voilà, on récupère notre histoire, on récupère notre patrimoine, on récupère notre fierté, on raconte l'histoire à nos enfants comme nous on veut la raconter, pas comme l'histoire qui nous a été imposée pendant toutes ces années. Autre actualité, la cérémonie officielle de la quinzaine cinématographique chinoise au Bénin. Elle se place cette année sous le signe du cheval et aura lieu demain à Ganvié. Plusieurs villes du Bénin vont accueillir l'événement. Écoutons le célèbre réalisateur Claude Balogun à ce sujet. J'avais initié, il y a 18 ans, un projet qu'on appelle Cinéma dans la Cité. Cinéma dans la Cité qui apporte de la projection cinématographique gratuitement aux populations dans toutes les contrées du Bénin. 10 ans après, la coopération chinoise, principalement le Centre culturel chinois, a décidé de nous contacter pour nous demander si on peut nous mettre en partenariat pour faire ce qu'on appelle désormais la quinzaine cinématographique chinoise au Bénin. Donc de cinéma dans la cité, on est arrivé à la quinzaine cinématographique. Alors cette année, il y a une particularité. Parce que cette projection, chaque année, se fait dans le cadre du Nouvel An chinois. Mais le Nouvel An chinois, cette année, a pour emblème le cheval. Et comme c'est le cheval, j'ai décidé, en tant que programmateur, de choisir les villes où on a de la pratique du cheval. Outre Ganvié, qui est le village lacustre où on va démarrer la tournée, la plupart des autres villes, soit sont des villes où il y a une royauté, ou soit c'est des villes où il y a des cavaliers. C'est ainsi qu'on ira à Kétou, nous irons à Pobé, et après on ira à Savalou, à Lada, à Dobo, où il y a les trous des hommes à queue. Nous irons dans les palais royaux où il y a des cavaliers, Parakou, Niki, Gamian, Birni, qui véritablement est un royaume important. Et on reste dans l'univers cinématographique. Le FIF de Cotonou, entendez Festival international des films de femmes de Cotonou, démarre le 3 février prochain. Au programme des projections de films réalisés par des femmes et des distinctions. Face à la presse, la directrice du festival et ses partenaires ont dévoilé le menu. Les détails avec Lénaïk Agbazaou et Alexis Segbemon. Le compte à rebours est lancé pour la 4e édition du FIF, le Festival international des films de femmes de Cotonou, un festival qui se positionne désormais comme un événement culturel majeur qui met en avant la crème de la créativité féminine en matière cinématographique. Ce qu'on fait, c'est projeter des films réalisés par des femmes africaines et de la diaspora. Sur cette édition, on a reçu 216 films. On va en projeter 18 de 16 pays, donc c'est des courts-métrages. On a également 5 prix. Et le FIF, ce n'est pas que du cinéma. Le festival a également une dimension didactique et touristique. Sur le volet didactique, on a des formations. Donc la première formation qu'on a, c'est le Kino India. C'est une formation qu'on fait avec des jeunes filles dans le Bénin. Donc on sélectionne des filles de partout du Bénin qui n'ont pas accès à tout ce qu'on a à Cotonou. Et durant 2 mois, on forme ces filles-là. Et ensemble, elles ont écrit une histoire. On est allé à Lokossa, on a fait 2 semaines de tournage. Et c'est ce film qui va servir d'ouverture. La deuxième formation qu'on a, c'est la formation en décor cinéma qui est dispensée par Madame Fatou
Kandé Senghor qui nous vient du Sénégal. Je viens comme une Amazone. Je viens sur la terre de l'Amazone qui a inspiré le monde entier, qui aujourd'hui inspire la cinématographie mondiale. On a également des rencontres professionnelles. Donc on a par exemple Aïssa Maïga qui est notre marraine cette année. Le troisième volet, c'est le volet tourisme. On utilise le festival comme prétexte pour faire venir des gens dans notre pays. Et des événements tels que les festivals donnent l'occasion d'offrir une vitrine aux productions pour que le public vienne rencontrer l'offre qui est proposée par diverses maisons de production, divers réalisateurs. Ici, nous allons parler beaucoup plus de réalisatrices. C'est exactement le type d'initiative que Canal+ aime accompagner. Le rendez-vous est donc pris du 3 au 7 février prochain à Cotonou pour la célébration du 7e art au féminin, avec pour couronnement de la meilleure production la remise du trophée baptisé l'Amazone d'or. Écho à présent des grands chantiers de modernisation d'infrastructures marchandes qui émergent à travers le territoire national. Dans l'intervalle d'une semaine, 2 marchés des plus modernes sont officiellement ouverts au sud du pays. Les marchés de PK3 et de Kokokodji. Ghislain Poguet et Rodrigue Blondoumé nous offrent une immersion et surtout mettent en perspective l'importance de ces marchés pour l'économie locale. Clotilde est commerçante. Elle a une boutique au marché de Kokokodji sur l'ancien site. Dès que le nouveau marché est construit, elle a été l'une des toutes premières commerçantes à s'installer ici. Le nouveau marché est moderne, couvert, des boutiques aménagées tout au long de l'infrastructure, des espaces spécifiques prévus au sein du marché, avec des commodités, toilettes, sécurité incendie, un cadre propre. Le plus heureux aujourd'hui, c'est moi. Nous avons reçu un joyau. Il s'agit du marché de Kokokodji, nouveau modèle. Les femmes en sont très contentes. La construction du nouveau marché de Kokokodji fait partie d'une politique globale de modernisation d'infrastructures marchandes. Les zones urbaines, aussi bien que les zones périurbaines, sont concernées. Le marché moderne de Kokokodji revêt à cet égard une signification particulière. Il est le 20e marché de détail mis en service sur un lot de 21 marchés déjà construits dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation. 4 jours plus tôt, c'est le marché moderne de PK3 qui est mis en service. Le nouveau marché moderne de PK3 est dédié à la vente des effets vestimentaires de seconde main. On est content. D'abord, il n'a pas construit qu'un simple hangar dans un bas-fond. Ils ont remblayé la zone. Je connais bien cette zone. C'est une zone vraiment marécageuse. Mais aujourd'hui, on est à l'abri des inondations. Nous remercions vraiment le gouvernement d'avoir construit un bon marché très propre qui répond aux normes internationales de sécurité et de propriété. C'est original. Nous sommes satisfaits. Satisfait du nouveau cadre où il exerce désormais ses activités commerciales. Donc satisfait de cette volonté politique mise en œuvre. Il est l'expression concrète d'une volonté politique claire de réorganiser durablement le commerce, de mettre fin à la précarité structurelle des espaces marchands et de faire du commerce un véritable levier de développement. Déjà, dans le marché, les femmes demandent une collaboration apaisée entre les forces de sécurité et elles-mêmes. Par exemple, when you know salaire, et t'as une dopo où tu n'as pas de poko. Bon, mais les autres disent ouais, et n'a mot. Maintenant, quand les bureaux comme des autres déjions, et n'a pas mis. Elle demande donc à occuper une partie des allées prévues pour la circulation. Mais ça, c'est une question qui concerne les agents de la police républicaine et elles-mêmes.
Parlons sport à présent. Pour le troisième match dans la Coupe du Président à la 27e CAN de handball, les Guépards s'imposent 33-30 au Kenya. Menés 17-16 à la pause, les handballeurs béninois ont trouvé les ressources pour s'imposer dans cette rencontre. Le point dans ce duplex depuis Kigali avec Setonji Metoli. On a fait une belle prestation. Nous sommes nouveaux dans cette compétition. On a essayé le premier match après match, on a essayé, ça n'a pas donné. Mais comme Congo, on a aussi relevé le niveau. En fait, c'est les consignes du coach, consignes de tout le staff. On essaie de les respecter et ça a donné à la fin. Magnifique rencontre, montée en puissance, crescendo pendant cette compétition et surtout, vous nous avez fait peur pendant les 30 premières minutes. Oui, je dirais que c'est la pression, on va dire la pression, le public, tout ça. Bon, on a su gérer jusqu'à la fin. Deuxième match des Guépards dans la Coupe du Président à la 27e CAN de handball. Menés, bousculés, parfois dominés, les handballeurs béninois ont trouvé les ressources pour arracher un nul de caractère face au Congo. Score final 27 partout, un résultat qui vaut bien plus qu'en... Le compte rendu avec Edmond Hongbo et Setonji Metoli depuis Kigali. Face au Congo, pour leur deuxième sortie dans la Coupe du Président, les Guépards ont fait preuve de caractère. Les hommes de Basile Pinto ont livré leur prestation la plus aboutie. Score final, 27 partout. Un nul arraché de haute lutte, riche en enseignements. Je fais trembler un peu les murs à la mi-temps. On recadre un petit peu les choses et les garçons, ils ont quand même beaucoup de cœur parce que ça fait une semaine et demie qu'on est en compétition. Ils sont très fatigués. Plus réalistes et mieux en place, les Diables Rouges du Congo profitent des imprécisions béninoises pour imposer leur rythme. Du retour des vestiaires, le Congo creuse l'écart de 7 buts. Le doute s'installe et le spectre d'une nouvelle désillusion plane. Qu'il y a un groupe qui se crée un peu plus encore. On avait perçu qu'il y avait un groupe qui était en train de se former, mais là il s'est encore plus reformé, il s'est un peu plus regroupé. Il y a des joueurs qui se sont montrés ce soir qui étaient vraiment très intéressants. Je pense à Renaud, je pense à Rafiou, qui ont fait un match extraordinaire. Mais Joël Arossi et ses coéquipiers refusent de rompre. Solidarité et agressivité défensive retrouvées. Les Guépards changent de visage. Le Bénin revient dans le match porté par l'abnégation et un mental enfin libéré. Une entame de match assez compliquée pour nous. Voilà, on a eu du mal à rentrer dans le match. Maintenant, on est des guerriers, on est des Guépards. On a su au fur et à mesure du match revenir au score et arracher ce nul à la fin du match dans les dernières secondes. Donc voilà, vraiment, c'est un travail collectif et on est très contents. Les dernières minutes sont irrespirables. 24-24, puis un chassé-croisé haletant. Les Guépards égalisent 27-27 dans les ultimes secondes. Le Bénin arrache son premier point de la compétition. Ce résultat symbolise la progression d'un groupe, battu par le Congo lors du deuxième match de la CAN. Les Guépards montrent qu'ils apprennent vite. Et ce bulletin d'information se referme ici. Merci de votre aimable attention. Ne quittez surtout pas. Bonjour, le Bénin se poursuit. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée de vendredi. Nous vous la souhaitons belle également. Victorine Bondé, merci de nous avoir présenté le bulletin d'information, mesdames et messieurs. Nous allons donc enclencher sur la première couleur artistique de ce numéro de votre émission. Voici événement à la une. Événement à la une reçoit ce matin une grosse voix de la musique béninoise, pour ne pas dire la musique africaine. Et c'est avec Patrick Diossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous ce matin? Très bien, dans la grâce de Dieu, dans la grâce de tout ce qui tourne autour de Jah. Rastafari. Et là, vous annoncez les couleurs puisque nous sommes sur le plateau avec un artiste du reggae. Oui, un artiste du reggae. Un artiste que beaucoup de personnes connaissent déjà, mais il y a des gens qui le méconnaissent parce que de temps à autre, il disparaît et réapparaît. C'est vrai. C'est une légende. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous mettre au parfum de son actualité. Voilà, on va parler de son actualité. Et son actualité, l'actualité de Yaya Yaovi, c'est Lobo Lobo.
On commence déjà par Lobolobo avant de revenir à l'artiste. Non, malheureusement. je vois le clip et je me disais, mais quand on regarde un peu le scénario, c'est qu'il y a une des dames qui ne participera pas à la fête. Non, les autres s'apprêtent à partir et lui confient le linge de la maison. Tous les linges de la maison. Et donc, c'est pour parler de l'émancipation de la femme, pour parler des enfants. Fido Mengon. Non, je ne vais pas tout dire. C'est l'artiste qui va en parler. Yaya Yaovi, bonjour. Bonjour. Alors, avec ce clip qui est l'actualité, la première actualité, et en 2026, on attend quand même un album qui va venir. Qu'est-ce que vous voulez montrer au public? On parle, en voyant ce clip, on parle déjà des enfants, Fido Mengon, on voit ce qui transparaît, mais vous voulez montrer quelque chose de plus grand, parce que pour vos actualités, pour vos clips, pour vos albums, pour vos morceaux, c'est toujours des messages forts. Parce que depuis longtemps, moi, j'ai observé que, vous savez, moi, j'ai été élevé par ma mère, parce que mon père est décédé hyper tôt. Oui. Et j'ai beaucoup médité. Maman, elle chantait cette chanson. Et j'ai beaucoup médité. Un jour, j'étais en studio avec Family Man. On était en train de réenregistrer mon premier titre, Rastaman Want. Oui. Et je dis, mais je parle, we wanna freedom. Mais il y a un truc là, là-bas. J'ai commencé à fredonner ça. Oui. Et Family Man, il a pris la basse, il a commencé à jouer. Pourquoi j'ai fait cette chanson? Parce que je me suis toujours dit, je regarde le monde, je regarde tout ce qui se passe. Je dis, mais en réalité, tous ces gens-là, c'est des enfants d'une femme. Oui. C'est une femme qui les a mis au monde. Oui. Et pourquoi les gens, ils sont comme ça? Pourquoi ce monde ne peut pas être plus élevé? Oui. Et je me suis dit, en réalité, c'est parce que les femmes ne sont pas libres. Et le jour où la femme va se libérer, va s'émanciper, saura le rôle qu'elle joue vraiment, et qu'elle va être moins la possession d'un homme parce que l'homme, il a de l'argent ou bien il a ramené plein d'argent. Bon, ce jour-là, je crois qu'il se passera quelque chose sur Terre, c'est-à-dire les hommes commenceront à s'élever un peu plus et on arrivera à Zion. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Donc, je considère que tant que la femme ne serait pas libre, l'homme ne serait pas libre. Voilà. Donc le sujet, ce n'est pas simplement les enfants placés, non, mais c'est parce que souvent, pourquoi on a fait ce clip avec l'idée des enfants placés, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Et puis généralement, les enfants placés sont en majorité des filles. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Parler de filles placées, enfants placés, émancipation de la fille, émancipation de la femme. Donc, pour aller un peu plus au-delà. Mais vous avez commencé à parler de quelque chose, vous avez dit que vous avez été élevé par votre maman, mais il y a une petite histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas totalement, mais vous avez, après tout, franchi le désert. Vous êtes parti en aventure parce que là, c'était sur un coup de tête, parce que je devrais attendre les papiers, et les papiers n'arrivaient pas, donc je suis parti, et puis j'ai traversé le désert. C'est pour moi l'occasion de connaître un peu les gens qui vivent là, et puis de voir la mentalité des gens qui peuplent l'Afrique, parce que j'ai regardé la carte, j'ai vu que l'Europe, c'était juste là, donc j'ai pris la route comme ça. Voilà. Prendre la route comme ça pour traverser tout le désert. C'était parce que j'avais envie de faire mes études et puis voilà, je sais que... Mais Yaovi, en réalité, quand vous prenez cette décision, c'est quand même risqué, non? Aujourd'hui, si c'est à refaire, est-ce que vous allez reprendre la même chose? Les jeunes qui vous regardent actuellement, que leur diriez-vous? Écoutez, moi, j'étais parti à un moment donné où... je ne sentais pas que si je restais ici, j'allais pouvoir faire mes études normalement. Je crois que l'homme a toujours immigré, en fait. Et que l'homme a le droit d'aller là où il peut se sentir bien. Voilà, ça c'est ma vision. Donc je ne dirais pas, comme tout le monde, oui, il ne faut pas traverser le désert, il ne faut pas traverser... Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que tant que ça n'ira pas bien quelque part, l'homme, il est obligé d'aller chercher bonheur ailleurs, tout simplement. Et en allant chercher le bonheur... D'ailleurs, je vais vous dire, c'est que de toute façon, le monde entier est parti de l'Afrique
Oui. Si même maintenant la science est d'accord avec tout ça. D'accord. Bon, mais c'est tout. Donc on peut, ça s'arrête là. Mais Yaovi, est-ce une raison pour ne pas mieux organiser son départ? Si les jeunes voudraient le faire aujourd'hui, quel conseil, de votre expérience, quel conseil leur donnerez-vous? Je voudrais que vous regardiez cette caméra, celle qui est droit devant vous, et que vous leur parliez. OK. Bien sûr qu'il faut organiser son départ parce que, bon, le monde a évolué. Oui. Bon, les choses changent, les gens, ils ont des lois, donc il faut respecter leurs lois, tout simplement. Parce que, bon, comme on le dirait, tout simplement à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. D'accord. Donc, il faut mieux organiser son départ. Il ne faut pas partir. Mieux organiser, respecter plutôt les lois des pays qui accueillent, tout simplement, et puis savoir comment rouler. Et en parlant de loi, justement... Et à l'époque, de toute façon, je vais vous dire, c'était pas si compliqué pour aller quelque part. Oui, vous arrivez, bon... Qu'est-ce qu'on faisait? On va vous faire une visite médicale et puis c'est tout. On va vous donner vos papiers, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à l'époque. Oui, on parle des années 80. Là. On parle des années 70, 70, 71. 71. Non, pas 80. Voilà. 70, 71. Ouais. C'était pas compliqué. Alors, en parlant de loi, vous êtes arrivé en France et vous avez fait des études de loi. Ce que certains ignorent. Que vous avez fait des études de loi, ce n'est pas que vous êtes allé simplement pour entrer dans le reggae. Mais d'études de loi, études sciences juridiques à, je dirais, sciences musicales, le pas, comment cela s'est fait? Bon, ben, c'est très simple. Hein. Quand j'étais étudiant, j'avais voulu monter un groupe. Déjà ici, quand j'étais à Cotonou, je faisais tout le temps de la musique quand il y avait les vacances. Donc, nous, on animait l'école et tout ça. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai voulu monter un groupe. J'ai passé une annonce à la fac. Cherche bassiste, machin, musicien et tout le bazar pour monter un groupe de reggae. Pour monter un groupe de reggae. Et puis, des étudiants se sont présentés à moi et puis on a commencé. Puis, bon, par la suite, bon... c'est devenu plus sérieux. Et surtout, ce qui a fait que j'ai décidé de rester dans la musique et d'arrêter tout ça, d'arrêter les études et tout, c'est tout simplement parce que j'avais mon frère qui était venu ici et qui a été major de la première promotion de l'École nationale d'administration, qui a disparu. Là, ça m'a foutu les boules à zéro. Et je me suis dit, de toute façon, pour être libre dans ce monde, il faut que je fasse ma musique, tout simplement. Voilà, et j'ai pas plus envie d'aller dans leur truc de... Voilà. D'avocat ou de magistrat. Voilà. Vous avez choisi votre chemin. Parce que j'ai vu qu'il y avait trop de corruption, voilà. Ah, il y a trop de corruption, oui. Mais quand vous avez fini, vous avez choisi le reggae, vous avez décidé d'aller en Jamaïque pour pouvoir faire sortir votre premier album. Mais il y a eu une petite situation qui a fait... Non, ce n'est pas mon premier album que j'ai sorti en Jamaïque. Mon premier album, je l'ai fait à Paris avec mon groupe. D'accord. Et c'est le deuxième que j'ai fait en Jamaïque. C'est parce qu'on s'était dit, quand on avait enregistré, on s'était dit, de toute façon, il y avait des managers jamaïcains qui étaient venus, qui nous avaient écoutés et qui nous avaient dit, man, il faut qu'on aille en Jamaïque. Et on avait dit, bon, on ira en Jamaïque, on va se faire produire par Bob Marley. Oui. Et quelques temps avant notre départ, on apprend que Bob Marley est décédé. Oh là. Bon, j'ai vu la tête de mes copains, de mes amis, de mes frères. Je leur ai dit, écoutez, de toute façon, on continue. On ira en Jamaïque quand même, enregistrer. Donc on est parti. Et puis on a enregistré, on a été très bien accueillis par les musiciens, les Wailers, Family Man en particulier. Oui. Et ils m'ont dit, Yaya, next time you come alone. Et je leur ai dit, OK, la prochaine fois, je suis parti tout seul. Et j'ai été voir Family Man, je lui ai dit, bon, voilà, je suis là, on va faire le truc. Et puis on est rentré en studio et puis c'est parti. Et Yaovi, votre décision a été prise de faire de la musique, le premier album enregistré à Paris. Oui. Est-ce que dans votre carrière, cette rencontre, ce voyage en Jamaïque a changé quelque chose sur votre perception de la musique reggae? Sûr, parce que quand j'étais à Paris, quand on faisait la musique, je montrais tout aux gars. Donc moi, j'avais, je ne sais pas, mais j'avais quelque chose que je voulais absolument que les gars fassent.
Mais j'ai remarqué que la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'agir, tout ça, la vie tout simplement, ça influence vachement ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je suis parti en Jamaïque. Et quand j'ai été en Jamaïque, justement, j'ai retrouvé les vibrations que je trouvais ici quand j'étais petit. Parce que, vous savez que chez moi, moi j'habite Saint-Jean. Saint-Jean, autour, il y avait Polyrythmo d'un côté, il y avait Pedro de l'autre côté, il y avait El Rego par là, il y avait Kidjo Oscar avec les Ross de l'autre côté, il y avait les Dalmeda vers le commissariat central là-bas, qui avaient leur groupe aussi qui s'appelle les Roxon. Les Roxon. Et donc, moi, je voyais à peu près comment ça se passait. Et quand je suis arrivé en Jamaïque, j'ai retrouvé la même chose. Et donc, ça a fait qu'en plus, en plusier. Donc, à partir de là, bon, voilà, je me sentais bien et c'est pour ça que, bon, je vais régulièrement là-bas. Chaque fois que je vais enregistrer, je retourne là-bas pour faire mon travail. Parce que je suis avec les Rastas, les frères, et puis voilà. Il y a justement une question. Qu'est-ce qui a fait que, une fois en Jamaïque, l'on vous dit, la prochaine fois que vous venez, venez seul. Pourquoi ne pas venir avec les autres? Parce qu'ils ont senti tout simplement qu'ils ont vu comme je me donnais à la chose et ils ont vu que, bon, ce mec, il peut faire l'affaire, mais les autres, ils n'étaient pas tous dans le feeling. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça a été senti comme ça, je suppose. Hein. Je suppose que c'est ce qu'ils ont vu. Voilà. Et est-ce que les autres ont continué à faire du reggae ou à faire de la musique? En réalité, j'avais un projet avec certains du groupe, par exemple le guitariste, avec lequel j'étais parti, le bassiste. Et le bassiste, après, il a fait Berklee College of Music. Il devrait venir avec moi en Afrique parce que c'était notre objectif dès le départ. Dès qu'on a monté le groupe, on a dit on va rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que nous, Rasta, on parle toujours de repatriation, retourner en Afrique. Donc moi, je ne pouvais pas aller m'installer seulement là-bas et puis ne pas pouvoir partir. Donc, on avait ce projet, surtout lui et moi. Mais seulement, bon, les choses se sont passées autrement. Lui, en temps, il est parti aux Antilles, il a fait un accident et puis il n'est plus. Voilà. Donc, moi, j'ai continué le travail. Et je continue toujours avec, avec les Jamaïcains. Oui, nous sommes là, nous venons et il y a Miwa qu'on va suivre, un extrait. Oui. Un titre sorti en 2006. Et là, je voudrais dire que vraiment, en ce moment, je pense quand même, pour dire mes condoléances à la famille de Sly Dumba. Et mes condoléances à ses fans et à ses amis. Pourquoi? Parce que cela, il était sur cet album avec moi. C'est lui qui faisait la batterie. Et aujourd'hui, il y a 2 jours, cela n'est plus. Donc voilà. Il y a 2 jours. On continue le chemin. Oh, personnellement. Rastafari. Rastafari. Alors, on sent dans ce morceau, par exemple, parmi tant d'autres, cette fibre. Le beat, Papa Alpha Blondy, Bob Marley, et on sent ça. Et puis après, il y a ce genre de... ce que les gens ont pris pour faire du ragamuffin, le raga. C'est-à-dire, bien sûr, parce qu'il y a la partie toastée sur ce truc-là. Le toast, de toute façon, parce que j'ai voulu faire ça comme ça, tout simplement. D'accord. Et il faut savoir que toutes ces musiques-là, ça vient du reggae, donc c'est toujours le reggae. C'est toujours le reggae. Rastafari. Alors, lorsque vous prenez ce reggae que vous faites, vous allez en Jamaïque pour le faire, et quand vous redescendez, vous écoutez ce qui se fait un peu partout, au Bénin, hors du Bénin. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Alpha Blondy. Comment vous sentez le reggae? Est-ce que le reggae de Bob Marley est gardé intact ou il y a eu trop d'autres influences? Je crois que ce qui manque en fait à beaucoup de frères, c'est d'être ensemble et de raisonner ensemble avant de chanter. Tout simplement. Parce que les Rastas en Jamaïque, c'est surtout le raisonnement qui fait
Ouais, toutes les chansons que Bob Marley il a faites, c'est des extraits de raisonnement que les Rastas ont eu entre eux. Voilà. Et quand je vois ici ce qui se passe, bon, en Afrique, ouais, ça se passe, ça va. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment se mettre dans le mouvement Rasta. Parce que musulmans, machin, ceci, cela, ça leur pose des problèmes. Or, la base du reggae même, l'essence, c'est le mouvement Rasta. Oui. Parce que, ok, c'est pas que les Rastas qui ont joué du reggae, mais c'est pas par hasard que c'est les Rastas qui l'ont popularisé. Voilà. Donc c'est devenu vraiment la musique des Rastas. Et le Nyabinghi qu'on a écouté par exemple, c'est l'essence même de cette musique-là. Voilà. Et cette essence, vous retrouvez ça partout en Afrique. Voilà. Ben, on retrouve ça partout en Afrique. Tout simplement parce que c'est des descendants des gens qui ont été déportés. Voilà. Ah, d'accord. Oui, mais en parlant de descendants de gens qui ont été déportés, vous parlez tout à l'heure de retour pour le déporting. Mais ce retour, est-ce que ce retour est vraiment possible, que tout le monde puisse redescendre? Vous savez, je vous dis franchement, si Bob Marley a été éliminé, c'est aussi à cause de ça. Parce que s'il était là, je crois qu'il y a beaucoup de Rastas qui vont rentrer en Afrique. D'ailleurs, il y en a quand même. Si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez trouver des gens qui sont retournés. À Shashamani, au Bénin, Sa Majesté impériale leur avait donné Shashamani pour qu'ils reviennent. Et il y en a plein qui sont partis là-bas, en Éthiopie. Je pense que la dynamique a continué, puisque au Bénin, par exemple, il y a une politique qui fait que les Afro-descendants reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Mais seulement, il ne faut pas seulement leur donner la nationalité, il faut les dédommager. C'est-à-dire quand les gens vendaient leurs frères ici, et les terres qu'ils ont, c'est devenu quoi? C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes de corruption aujourd'hui. Voilà, donc tous ces trucs-là, il faudrait penser à ça. C'est pour ça un jour, j'avais essayé de rencontrer Lionel Talon pour lui dire franchement, il faudrait qu'on essaie d'organiser un grand festival ici au Bénin de reggae. Ah, d'accord. Bah ouais, parce qu'on en a besoin ici. Oui, parce que tant qu'il n'y aura pas ça, tant que les Béninois, parce que le Bénin, c'est un point névralgique quand même dans l'esclavage qu'il y a eu. Et d'ailleurs, leur croyance et plein de trucs, c'est basé dessus. Et même les gars qui ont organisé ça, on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont fait. Très bien. Donc, on a besoin de ça pour faire notre chemin de rédemption. Voilà. Mais seulement, bon, jusque-là, je n'ai pas de suite, mais j'espère qu'il m'entend et qu'il va faire quelque chose parce que je sais qu'il peut le faire. Et je crois qu'on le fera un jour. Un festival de reggae. L'autre titre qui vous caractérise, par lequel les mélomanes vous ont connu, c'est également Adjaka. Adjaka, pourquoi? Parce que c'est pour combattre la corruption, c'est pour anticorruption. Voilà, c'est mon hymne anticorruption. Parce que Adjaka, ils sont partout, vous savez. C'est très simple. Hein. Les gens, ils font, par exemple, un exemple con, mais bateau qui se passe tout le temps ici. On fait des recasements. Et puis les gens, ils font, le maire, il vient, il dit, bon, ils ont fait leur recasement, vous vous occupez pas, faites vos trucs seulement. Voilà. Et conséquence, il y a des problèmes partout. Voilà. Corruption. Donc il y a Adjaka, Adjaka, la souris, le rat, qui est installé partout en train de voler. On va suivre un extrait d'Adjaka. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans l'univers, parce que dans le monde, je dirais... Partout il y a des hommes. Dans le monde, là où il y a des hommes, la corruption, pourquoi? Parce qu'ils ont tous participé à l'esclavage aussi. Adjaka Bandit. Quand vous réécoutez ces chansons, Yaya Yaovi, qu'est-ce que cela vous inspire?
Non, j'étais inspiré parce que au départ, j'étais chez moi, j'entends les gens crier Adiaka voleur, Adiaka bandit, et j'ai fait le rapprochement avec tout ce qui se passe. Et puis bon, la chanson est arrivée comme ça. Donc quand j'écoute ça aujourd'hui, maintenant, je vois tout simplement que bon, ça progresse quand même parce que bon, ils ont mis la criette et j'espère que la criette fait bien son travail, mais bon, c'est pas fini quoi. Il faut continuer. Donc c'était un appel à la révolution dans la tête pour qu'on puisse éviter la corruption. Voilà. Vous criez la corruption à Adiaka, enfin, Adiaka voleur, la souris bien qui sûr, vole bien ou sûr. le rat qui vole, pour parler de tous ceux qui font de la délinquance financière avec les sous de l'État, les sous du peuple. Surtout l'argent des pauvres. Vous allez au marché, vous voyez les mamans souffrir et puis voilà quoi, on prend cet argent et puis on vole et puis on se construit des gros bâtiments, on vole, on fait n'importe quoi. Yaya Yaovi, en 2026, quels sont les grands projets que vous avez? Normalement, vous savez, Adiaka, ça devrait sortir sur l'album qui va sortir bientôt. Donc, parce que quand on l'avait enregistré, il y avait eu le Covid en temps qui a coupé les trucs un peu. Mais là, maintenant, il y a un autre titre qui va sortir bientôt. Et puis après, il y a l'album qui suivra en avril normalement. D'accord. Voilà. C'est prévu pour 2026. Bien sûr. Oui. Mais il n'y a pas encore une date précise. En avril. Il faut espérer ça en avril. Espérer ça en avril. Pas prudence. Oui. Prudence. Prudence, ok. Mais pour le moment, c'est Loba Loba qui est en train de prendre de l'essor. Oui. S'il faut dire un mot de fin pour conclure cet entretien, qu'est-ce que Yaya Yaovi dira à tous ceux qui sont fans du reggae, qui continuent de penser que le reggae demeure toujours reggae, comment l'autre chantait déjà, Lucky Dube, reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop, oui. Personne ne peut arrêter le reggae. Je dirais, le reggae existera tant qu'il y aura de l'injustice. Et donc, je dis tout simplement à mes frères qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils raisonnent, qu'ils sachent que Rasta, c'est le futur. Oui. Rasta, c'est le futur. Parce que Rastaman, il parle de la vérité, il veut la vérité et la justice. La justice, c'est vraiment ça qu'on doit poursuivre. Justice. Parce que il y a une seule chose que le Créateur ne pardonnera jamais, c'est l'injustice. Voilà. Donc il faut qu'il le sache et qu'il travaille dans cette optique. Toujours forward. Merci, Yaya Yaovi. C'est moi. On vous souhaite bon vent et revenez-nous souvent. Hein. C'est moi, merci. Revenez-nous. Bien sûr. Ici c'est chez vous. OK. Revenez quand vous voulez. Merci. Voilà. Et pour le dire en Rasta, on dit Rastafari. Rastafari. Voilà, Rastafari. Yeah. Definitely. Merci. Pour toujours, Rastafari. Merci, Yaya Yaovi. Patrick Diossou, oui. Ce matin, on est béni. Hein. Oui, on est béni. Par Dja. Voilà, oui. Il a déversé sa bénédiction et son onction sur le plateau. Voilà, allez, merci à vous. Merci, on est ensemble. Allez, mesdames, messieurs, c'était là Yaya Yaovi dans la rubrique événements à la une avec Patrick Diossou. Et nous allons d'un artiste à un autre accueillir un autre plateau, car c'est une question de génération sur ce plateau aujourd'hui. Je vous l'annonçais en début d'émission, c'est une couleur musicale qui va caractériser donc l'émission d'aujourd'hui. Voici donc le portrait que nous réalisons avec Amandine Aniabossou qu'on installe. Allez, on va donc enchaîner puisque le tapis d'Aniabossou tarde à venir. Elle est déjà sur le plateau. La fine fleur, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va super bien. Ce matin, vous avez décidé d'apporter une autre fine fleur sur le plateau. Et bien sûr, Alain Sochoumen, chers téléspectateurs, bonjour à vous.
Ce matin, on va recevoir Anna Fambo à l'Institut. Vous savez, il y a de ces timbres de voix qui sont atypiques et limpides. Des voix qui sont souvent associées à la précision, à la pureté. C'est justement le cas de notre artiste de ce matin. Elle, c'est Anna Fambo. Et avec son groupe, elle a marqué les esprits en interprétant avec brio l'hymne national du Bénin en langue adja. Elle a également participé le 9 janvier dernier au concert des Vodou Days à Ouida. Elle est donc sur ce plateau. Anna Fambo, bonjour à vous. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons réécouter ensemble un extrait de votre interprétation de l'hymne national du Bénin en Nadja. Quand je vous parle d'une voix pure et précise, vous avez pu le remarquer. Vous n'avez pas eu tort. Anna Fambo, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à chanter l'hymne national en langue adja? Merci beaucoup pour votre question. Je vais dire déjà, l'hymne national que j'ai transformé en adja, c'est déjà en fond. Oui. Et la plupart des gens de chez moi ne comprennent pas vraiment. De chez vous, vous venez de Le Koufo. Je viens d'Adja. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la langue fond. Donc du coup, je me suis dit, en traduisant ça en Nadja, ça pourra les permettre... Le message sera encore plus accessible. Voilà. Et en même temps, vous faites également la promotion de nos langues maternelles. Ah oui, bon, c'est important. Et peut-on dire également que cette magnifique prestation du 1er août vous a ouvert d'autres portes? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, parce que je suis passée sur des scènes où je ne m'entendais pas. Pas du tout. Après le 1er août? Oui, oui, oui. Donc je me suis dit, c'est à cause du 1er août. Parlons justement du 1er août. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que le gouvernement ait porté son regard sur vous pour vous identifier, pour que vous puissiez exécuter ce tableau culturel lors de cette fête nationale? Bon, déjà, moi-même, j'étais tranquille à la maison. Hein. Je dis ça souvent. J'ai eu un appel juste et on m'a dit, Anna, tu es où? Faut nous chanter l'hymne national. Envoie-nous déjà l'audio et puis fais un audio par WhatsApp pour chanter en a cappella. On veut écouter ta voix parce qu'on a besoin de toi. J'ai dit OK, et puis je l'ai fait en même temps. Et 3 jours plus tard, on m'a appelé et me dit que de venir pour un entretien. Et je suis partie. C'est de là, ça a commencé. Ça a été tout un processus. Oui. Mais bon, j'ai été contactée 2 mois d'avance. Les répétitions ont commencé. Ça n'a pas été facile, mais on a tenu le coup. Et le jour, le 1er août, vous êtes retrouvé devant le président de la République. Ah oui, parce que déjà, toutes les répétitions étaient à sa disposition. Il est au courant de tout, il voit tout, on filme tout, on lui envoie tout. S'il y a des corrections, il fait. Et vous avez dit après ça, d'autres portes se sont ouvertes. Parlez-nous un peu de ces opportunités que vous avez eues. Déjà, il y a un monsieur que je salue, déjà, c'est monsieur Gali, Pascal Gali. Bon, c'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Et du coup, après le 1er août, il m'a contacté, il m'a dit qu'il a... Une manifestation, vous êtes retrouvé au Sofitel. Voilà, voilà, vous m'avez... Je me suis retrouvée là-bas pour ça, au fait. Donc, devant des partenaires, des gens qui sont venus de l'extérieur. Oui. Donc, j'ai chanté, il m'a demandé une prestation d'une chanson de, je vais dire, Togo. Que j'ai chanté. Vous avez interprété, oui. Bléou de l'iconique Bella Bello. Donc, voilà, hein. Après, j'ai été... En fait, ça s'est enchaîné. Voilà. Ça s'est enchaîné, vous vous êtes retrouvés également le 9 janvier dernier sur le concert des Vodou Days. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que vous avez presté aux côtés de grands artistes. Oui. Bon, déjà, c'était un honneur, hein, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver sur ces podiums-là. Donc, je remercie Dieu, je remercie tous ceux qui me soutiennent souvent et d'avoir vu ces trucs-là pour m'inviter sur ces scènes-là. J'apprécie. Mais récemment, vous avez chanté également pour le président de la République. Ah oui, oui, oui. Donc, bon,
après d'avoir m'honoré pour le 1er août, je vais dire déjà, j'ai cette chanson-là, il y a déjà 1 an que je l'ai produite au studio. C'était là. Je cherchais une occasion pour la balancer sur les réseaux, en fait. Donc, ça s'est présenté. Moi, j'ai balancé. Donc, ça a été une occasion pour vous quand même de dire merci de vous avoir donné cette opportunité. Oui. C'est ça, pour parler de ces œuvres, de ces bienfaits. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour le développement du Bénin. Ouais. Est-ce que vous pouvez fredonner un peu cette chanson? Ok. Beneto adjacho, Beneto anyon pondi, nda Beneto adjacho, nyon pondi si kadong me minando kuna wenyi hakosulo, Patrice Talon do penuelo, awazogba watana zugiyo mundo penuelo. Awazogba u kwede lewai azan de lewai mende matundo beneto na wanyon ponle aigan boblo bi sedo benenville mi benokpo me mini dokunu talon. Voilà un peu l'extrait de la chanson. Très belle voix, je ne me lasse pas de vous écouter. En tout cas, merci. Anna Fambo a commencé à chanter depuis combien de temps déjà? Bon, j'ai sorti mon premier album en 2016. En 2016? Oui. Mais avant ça, vous... Bon, j'étais dans la chorale déjà. Moi, je suis céleste, je suis née dedans. Donc, du coup, je suis dans la chorale. Je chantais déjà sur les concerts de chorale et tout. Après ça, mes parents, déjà, c'est une prière pour mon papa, pour que je sois une chanteuse. Et lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à chanter. Il est heureux. Et puis, après les parcours de chorale, sur les concerts d'église et tout, ils m'ont amené au studio. C'est eux-mêmes qui ont payé mon studio. Ils ont pu organiser ma première album. Après, deuxième. 3e aussi. Et là, vous avez combien d'albums déjà sur le marché? Vous avez 3 albums. Oui. Et la chanson du président est sur... Non, pas encore. Parce que mon dernier album était lancé en 2018. Ok, on va suivre rapidement la chanson à l'honneur du président de la République. Merci. Retour plateau pour retrouver donc Anna Fambo. Anna, ce n'est pas que l'hymne national, ni une ode en l'honneur des actions du président Patrice Talon que vous faites, mais vous faites également dans du gogoron, étant donné que vous venez du Koufo. Pourquoi le choix du gogoron? Bon, j'ai fait gogoron parce que déjà, gogoron est un rythme de chez moi. Donc du coup, je dois faire l'honneur à ma communauté, à Dia, pour aussi faire gogoron et tout. Donc, du coup, comment on danse le gogoron déjà? Mais il va falloir qu'on envoie le gogoron d'abord avant de lui demander de danser. On va demander à Timothée et à tous les autres collègues de l'autre côté de la régie de nous offrir un clip gogoron de Anna Fambo. Et puis on revient voir comment elle danse justement cette belle chanson, ou cette belle musique, je vais dire. Vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas dansé. Vous êtes sûr que je n'ai pas dansé? Il fallait accompagner l'artiste. Vous voulez... Au moins, moi, j'ai fait comme ça. Ah, c'est au moins? Pourquoi vous n'avez pas fait plus? Mais là, on a du Adja Piano. Oui, c'est Adja Piano. Mélangé avec gogoron. Là-bas, c'est le gogoron, en fait. Oui. Ouais. C'est quoi la différence entre Adja Piano et le gogoron? Pourquoi avoir mélangé les deux rythmes? Bon, moi, je ne saurais pas bien vous l'expliquer. Les artistes qui ont créé ça sont là. Ils peuvent prochainement l'expliquer mieux que moi. Et le gogoron de chez vous, à quelle occasion on danse le gogoron, par exemple? Bon, au moment toutes les occasions sont bonnes pour danser le gogoron. Pour danser le gogoron. Donc, vous avez chanté l'hymne national, une chanson pour vous. Vous abordez plusieurs thématiques dans vos chansons. Quelles sont les autres thématiques que vous abordez à part l'amour? Bon, à part l'amour, moi je parle presque de tout, hein. La vie, de tout ce qui se passe dans la vie et tout. C'est ça, moi je rassemble et puis je fais des compositions. Justement, la chanson qu'on vient de suivre parle d'amour. Parle d'amour. Quelle est l'histoire que vous racontez dans cette chanson?
Si, c'est une histoire même. Bon, c'est une inspiration. Donc, c'est venu juste, j'ai été au studio pour faire Adia Piano. Je ne m'attendais pas à faire une chanson d'amour. Donc, arrivé là-bas, l'arrangeur, que je salue de loin, monsieur Sergi Beat. Donc là, il a commencé à jouer un truc qui m'a inspiré. Moi, j'ai commencé à chanter « Lolonde Dolicolo ». Il a dit « ouais ». Et puis on prend ce thème-là. Expliquez-nous justement le message. Quand vous dites ça, ça signifie quoi? Et ce message s'adressait à qui dans le clip ou bien dans la chanson? Non. La chanson ne s'adresse à personne. C'est juste pour ça, ma on peut communauté. dire également que ça s'adresse à tous ceux qui sont amoureux. Ouais. On peut le dire comme ça. Oui, les amoureux, simplement. D'accord. Et donc, l'inspiration vous vient comme ça ou bien... Oui, ça, comment vous arrivez venu. à composer vos chansons? C'est venu comme ça parce que déjà au studio, comme il a dit ça, on a commencé à composer les couplets en même temps et puis la chanson est prête. Dans la chanson, il disait « L'amour n'a pas de frontières. Et tu pars où? Reviens pour moi, mon chéri, je t'aime beaucoup. Faut pas que, à cause de mes parents qui disent non, tu vas me laisser. » C'est des trucs comme ça, il dit dedans. Donc, c'est la traduction. Oui, c'est ça, simplement. Vous chantez seulement en Nadia ou bien... Non. Il vous arrive de chanter dans d'autres langues? Je chante en fond, en français, en minant. Voilà. Bon, bientôt, je chanterai en anglais. En anglais? Eh bien, ce serait un honneur de si on peut avoir un avant-goût déjà? Non, bon, pas encore prêt, c'est quand même. Alors, Anna, quand vous regardez un peu la scène musicale aujourd'hui, surtout votre génération de musiciens, quelle est l'impression que vous avez? Comment voyez-vous l'évolution de cette musique-là, de ces artistes-là dans la culture béninoise? Bon. Moi, je vais juste dire, chacun sait comment il travaille. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qui donne. Moi, je ne vais pas dire que je suis arrivée, non. Je viens de commencer et je prie Dieu pour aller loin plus que ça. Et ce que moi, je vois juste, c'est que c'est pas mal. On doit continuer de travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes et valoriser notre pays à l'international. Est-ce que ça a été facile pour vous au moins d'atteindre ce niveau? Ah, pas facile du tout. Pas du tout facile. Pas du tout. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme artiste? Déjà, au début de ma carrière, j'ai eu des difficultés très, très difficiles. Et ça n'a pas été facile. C'est grâce à mes parents que j'ai pu tenir le coup jusqu'en arriver ici. Parce qu'en ce moment, il y avait des critiques. Même si je montais sur des scènes, les gens me lançaient des pieds. Hein. Pourquoi? Je chantais 0-0, des 100. Franchement, c'est une histoire, mais je n'ai pas envie de... Et quels sont vos reproches? C'était la voix ou bien vos prestations? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Dans les détails. Mais toujours dire que vous avez franchi ces étapes. Oui. Et là, c'est derrière vous désormais. Bon, mais aujourd'hui aussi, il y a des critiques qui sortent, non? Seulement qu'il faut travailler pour... ça vous permet de travailler et d'aller de l'avant? Oui. Je vais dire critique, hein, c'est le moteur de notre carrière quand même. Donc, ça permet d'évoluer. Grâce à ça, tu vas travailler pour te dire que tu vas donner le meilleur de toi-même. Pas parce qu'on te critique, tu vas te décourager. Si tu te décourages, c'est-à-dire que tu t'es laissé faire. Donc, il faut foncer pour y arriver. Voilà. Et quand on est femme, il faut travailler un peu plus que les hommes. Ah, bien sûr. Ça, là, c'est clair. Parce que déjà, il n'y a pas un producteur ou des parrains qui financent les artistes au Bénin. Forcément, les gens attendent quelque chose en retour avant de t'aider. Donc, ton travail, c'est ça qui va permettre aux gens qui sont loin de toi pour t'inviter et tout, sans te demander rien. C'est vous qui disiez que je ne dansais pas. Alors, maintenant, je vous ai refait la danse. Bon, je ne comprends pas, Adia, mais si je vois un peu... La chanson prône l'humilité. Oui. Ça ne sert à rien de faire le dur. Oui, c'est ça. C'est le message qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. Parce que, et après tout, l'heure de Dieu, on dit souvent l'heure de Dieu sonnera un jour et le dernier jour. Donc, on va nous juger et tout. Donc, il faut être humble. Il ne faut pas te glorifier toi-même sur la tête et tout. C'est un peu ça. Hein. Et quels sont les projets de Anna? Bon, j'envisage... faire des featuring avec des stars, voyager pour aller jouer à l'extérieur, parce que je dois valoriser
La culture béninoise à l'international. C'est mon souhait. Et aussi organiser des tournées pour des concerts. Est-ce que vous avez déjà su nouer des relations lors des Vodou Days? Parce que quand même, il y avait des artistes internationaux. Ah oui, oui. Donc ça promet. On peut compter sur vous? Oui, comptez sur moi. Ce qui est sûr, avant la fin de l'année... Et moi, je compterai sur Dieu. Ah oui. Avant la fin de l'année, certainement que Anna va sortir d'autres chansons. Ah oui, en février bientôt. En février, c'est ça? Un 4e album en préparation? Un single. Un single. Oui. Ok. On va vous laisser partir sur un acapella. Vous ferez donner quelque chose? Ah, bientôt. Eika. Eika. O momi denyi mende o ikpono dondono miwe. Ajanu gbekande bo igban imelo nuno. Nyon tira bia mi sere ni mi wa wajano e. Mi zuna jano ganyo chimi anya inyimo. Mi o ikpana cheno mi le mi ojumewe. Ne yo voto mene mo akwa jano lo. Egbo va me wiju mevo ajano enyi ta lovo ni gbaji komile izuna jano mi zuna jano mi yo ikpana cheno mi le mi ashikpe alors ben ashikpe Dikodi dikodi adikodo sensen asoti kwa. Ah, merci beaucoup Anna. On ne pouvait pas mieux terminer. Merci à vous également, Amandine Niabossou, d'avoir donc apporté ces couleurs musicales sur le plateau aujourd'hui. Allez, mesdames, messieurs, nous aimerions bien continuer cette ambiance chaude avec nos artistes, mais ça va être une autre fois. Cette fois-ci, on va marquer une petite pause, une légère pause, et puis faire descendre la pression et aborder une autre rubrique. Retour plateau pour parler santé. Et oui, parfois le corps envoie des alertes, l'on ressent des choses inhabituelles. Et puisque nous ne sommes pas médecins, nous tous ne sommes pas médecins, il faut forcément consulter. Il faut éviter un certain nombre de choses et nous allons en parler sur ce plateau car lorsque vous allez mal et que vous ne consultez pas, lorsque le diagnostic est posé tard, cela pourrait être fatal. On va accueillir notre invité avec ce tapis. Elle est donc sur ce plateau, Dr Maïserat Alao Fari, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous allez bien? Oui. Voilà. Alors, ce matin avec vous, docteur, nous allons parler des infections silencieuses. Qu'est-ce qu'on entend par infection silencieuse? On entend par infection silencieuse toute infection qui évolue dans le corps de l'être humain sans transmettre de symptômes apparents et qui peut rendre la personne chez laquelle l'agent pathogène est haute, qui peut la rendre contagieuse sans le savoir. Donc ce sont des infections asymptomatiques qui peuvent rendre la personne chez laquelle elles sont hautes, contagieuses sans le savoir. Sans le savoir. Oui. Mais docteur, quand c'est comme ça, c'est suffisamment dangereux, non? Je ne ressens rien du tout, mais il y a quand même des agents pathogènes, il y a des microbes, il y a des choses qui me détruisent. Exactement. À quel moment alors il faut que Quels sont les signes qui doivent après me mettre la puce à l'oreille pour que je vienne vers vous, docteur? Bon, quand il y a déjà apparition de signes, ça veut dire qu'il y a déjà des complications qui sont en train de nous donner des signaux. Et donc, il faut faire attention. Il faut plutôt avoir un dépistage précoce. C'est plutôt ça. Parce que quand on dit asymptomatique, c'est que je n'ai pas de signe du tout, pas de douleur. C'est comme des douleurs dentaires, par exemple. Je peux avoir une carie dentaire depuis 4 à 5 ans qui donne la douleur que quand c'est déjà à un stade avancé. Mais docteur, justement, dites-nous, pourquoi certaines infections évoluent pendant longtemps de façon silencieuse, sans aucun symptôme? Ces infections évoluent de façon silencieuse, sans aucun symptôme, parce que les agents pathogènes en question peuvent se cacher, je vais dire, dans des zones considérées peu sensibles
et évoluer longtemps avant de se propager, on appelle des métastases, de se propager dans tout le corps. C'est ce qui rend en fait la maladie asymptomatique. L'agent, c'est un peu comme j'ai une maison, j'ai loué une maison, je me mets à l'aise pendant des années jusqu'à ce que je commence à me sentir mal à l'aise et voilà. Et je donne des signaux pour pouvoir quitter la maison. Alors, en quoi cette façon de faire, je veux dire, de ces agents pathogènes retarde-t-elle, disons, la consultation? Vous savez, c'est le propre de l'être humain. Je n'ai pas de douleur. J'ai pas de symptômes apparents, je ne fais pas de consultation de routine. Je n'ai pas de gêne, je ne ressens rien. Aucun gêne. Je suis apparemment, ce qu'on appelle apparemment sain. Je ne fais pas de consultation. Il y a certains même qui ont ces symptômes-là, mais tant qu'ils peuvent gérer avec l'automédication que je combats farouchement, se permet de prendre des médicaments pour calmer ces symptômes alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'organisme. Il faut faire attention. Alors, quand on parle d'automédicaments, d'automédication aussi, docteur, souvent, c'est que j'ai un voisin qui a eu quelques signes, qui a utilisé un médicament, il m'a dit, mais ça va, moi, la dernière fois, ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai pris, donc si tu peux le faire. Cette manière de faire, comment est-ce que l'on pourrait combattre ça? Chacun a son organisme, chacun a sa manière de réagir, chacun a son système immunitaire. Ce qui a marché pour X ne marchera pas forcément pour Y. Il faut faire attention. Vraiment, c'est la consultation la meilleure chose à faire. Et surtout la consultation de routine. Il ne faut pas attendre. C'est comme la tontine. Je donne la tontine chaque mois dans la routine d'une femme sexuellement transmissible, ou même d'un homme, hein. C'est comme la tontine, il doit prévoir la consultation de routine. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous appelez la consultation de routine? Je n'ai aucun symptôme. Chaque 3 mois, je suis une femme sexuellement active. Chaque 3 mois, je viens, je me fais un petit examen au spéculum, je me fais des analyses de routine, des analyses sanguines par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, il y a que parfois dans notre société, effectivement, on ne ressent rien. On se dit, mais quand je vais voir le docteur, c'est l'argent que je jette par la fenêtre, je dépense gratuitement alors que je n'ai rien, ils n'ont rien vu à nous aller. Est-ce que au milieu de vous les spécialistes de santé, que pensez-vous pouvoir faire pour amener la population à instaurer ce que vous appelez les consultations de routine? D'accord. Oui, on est vraiment confronté à ce fléau-là parce que la plupart des personnes qui consultent fréquemment, ce sont des personnes, je vais dire, haut placées, assez civilisées. Nos populations rurales ont peur de venir à l'hôpital parce que j'entends certaines personnes dire « c'est ce que tu cherches ». Ce que tu cherches, c'est ce qui finit par te trouver. Non, ce n'est pas comme ça. Mieux vaut gaspiller de l'argent et savoir que je n'ai rien que d'attendre, de me dire je suis en train de gaspiller de l'argent, et que demain je me retrouve avec des complications. Donc mieux vaut prévenir que guérir, cette expression a tout son sens. Tout simplement. Alors docteur, quelles sont les erreurs qui fréquemment conduisent à un diagnostic retardé? On a parlé de l'automédication. La première erreur, et que je considère fatale, vraiment, c'est l'automédication. L'automédication, c'est quand, par exemple, j'ai cette petite douleur dentaire, je vais voir mon ami qui me dit « il faut mettre les clous de girofle, ça va passer », par exemple. D'accord? C'est vraiment ça, c'est l'automédication. Et c'est le silence, c'est la peur d'aller à l'hôpital aussi. Alors, à partir de quand peut-on parler de retard de diagnostic? On parle de retard diagnostique quand le patient consulte déjà au stade de complication. Là, on ne peut plus rien faire. Là, on parle vraiment de retard diagnostique des maladies comme le VIH, par exemple. C'est quand l'immunodépression s'est totalement assise que le patient vient, il est amaigri, il est fatigué, il a déjà plein d'infections qui ont déjà pris tout son corps. Ou comme le cancer, par exemple. Le cancer arrivé au stade de métastase où on ne peut plus rien faire. Là, c'est un retard de diagnostic. Alors qu'on aurait pu éviter ça. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, quelles sont les conséquences d'un retard de diagnostic?
C'est simple. Hein? J'ai pas fait le diagnostic tôt. Je suis arrivée au stade de complication. On ne peut plus rien faire. Ça, là, vous nous faites peur. Là. Non, je vous incite, je vous sensibilise juste parce que, justement, c'est ça en fait l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. C'est vraiment de faire comprendre à la population que avant d'arriver à ces complications, on peut bien éviter le mal. On peut bien éviter le mal. Ce n'est pas de l'argent. Moi, je dirais que rien ne se perd. Hein. Ce n'est pas de l'argent gaspillé de venir à l'hôpital faire une consultation de routine. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pensé. C'est se rassurer soi-même et c'est de vivre vraiment avec une santé totale. Quel mécanisme, par exemple, docteur Maïsarat, les familles peuvent mettre en place en leur sein pour instaurer et appliquer les consultations de routine? Papa, maman, enfant, toute la famille, je veux dire. Oui. On parle de consultation de routine, ce n'est pas consulter tous les jours, on est d'accord. C'est consulter chaque 3 mois. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Non plus. Celle-là, c'est de l'argent gaspillé. Voilà. Alors, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Moi, je conseillerais quoi? Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Si on en a les moyens, chaque 2 mois. Mais l'essentiel, c'est vraiment de ne pas attendre d'avoir certains symptômes avant de venir à l'hôpital. C'est plutôt ça. Alors, quand on fait le point, quand vous proposez, par exemple, pardon, il y a ce chat qui se promène dans ma gorge là. Alors, docteur Maïsarat, quand vous proposez, par exemple, chaque 3 mois, ça fait 4 fois l'année, c'est pas beaucoup. Quand vous proposez chaque 6 mois, ça fait 2 fois l'année, c'est pas beaucoup non plus. C'est suffisant. Et donc, ça pourrait faire l'affaire, ça pourrait nous prémunir contre la survenue de problèmes qui pourraient être compliqués après. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que en une année, tu vas quand même, on va quand même pas tomber malade tous les jours, on est d'accord. Et l'essentiel, c'est vraiment déjà de commencer. On peut commencer par chaque 6 mois, ensuite revenir à chaque 3 mois. Le plus difficile, je pense, dans nos sociétés, c'est vraiment de commencer, d'aller vers. Et je pense qu'après, tu peux mettre ça dans ta routine et par l'habitude, quand on est habitué à ça, ça devient notre style de vie quotidien. C'est comme le sport. Alors, que je vous conseille de pratiquer d'ailleurs. Merci. je vous garantis que je le ferai. De manière régulière. Je le fais 2 fois par an, déjà ça, mais après, il faut multiplier. Mais l'autre chose dont je voudrais qu'on parle, docteur, pourquoi est-ce que l'on découvre des infections comme ça lors des contrôles de routine, par exemple? Oui, parce qu'on a parlé plus haut de ce fléau-là qui, si je n'ai pas de symptômes, je ne consulte pas. Et ce n'est pas lors des consultations de routine, c'est plutôt j'ai un petit symptôme, j'ai comme un paludisme et on découvre peut-être pendant les analyses qu'il y a une inflammation par exemple. Et c'est pendant l'exploration qu'on finit par découvrir qu'il y a cette infection-là qu'il faut traiter. Ou c'est pendant l'examen physique, il vient de base pour un paludisme, mais dans les signes qu'il nous donne, il va dire, docteur, je suis en train de me gratter, surtout les femmes, hein, docteur, je suis en train de me gratter, docteur, j'ai des pertes qui ne sont pas, c'est le paludisme qui fait ça, alors qu'en réalité, non, c'est une infection sexuellement transmissible. De plus en plus dans notre société, on remarque qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai le palu, j'ai traité, ça ne marche pas, j'ai traité encore, ça ne marche pas encore. Est-ce que déjà à ces signes, l'on ne devrait pas courir vers les docteurs? Bien sûr, j'en ai parlé précédemment dans une autre rubrique d'Espace Santé par rapport au paludisme où on a cette facilité à aller à la pharmacie, prendre des médicaments. Quand on est sans consultation. Sans consultation. Mais il y a la densité parasitaire. Parce que en venant à l'hôpital, nous, on va prescrire des analyses qui nous permettra de savoir la densité parasitaire, le nombre de parasites qu'on a dans le sang. Et c'est ça qui fait la complication. Parce que quand la densité parasitaire est forte, il ne faut plus avoir recours aux médicaments, mais plutôt à la voie injectable. Et c'est comme ça. Est-ce que le recours à l'automédication peut cacher des maux plus graves après? Bien sûr. Bien sûr, je combats farouchement l'automédication. Parce que tout le monde n'est pas médecin, d'accord? Et le pharmacien, il va vous proposer des médicaments pour atténuer. Et je pense que dans les pharmacies, moi j'ai déjà vu ça une fois, où je n'avais pas dit que j'étais médecin, je suis allée, j'ai voulu prendre un médicament. Ils ont vu, ils m'ont dit, mais pourquoi vous voulez prendre ce médicament? Prenez, mais quand même, on vous conseille d'aller
consulter. avant. Et j'ai vraiment apprécié parce que le pharmacien qui te dit va consulter, il ne pense pas seulement à vendre ses médicaments, mais à ta santé d'abord. Et ça, c'est très important. C'est vrai, tous les pharmaciens ne sont pas des commerçants. Exactement. Et donc, ils vous donnent parfois des conseils. Alors, docteur, dites-nous, quand on parle de diagnostic, parfois, il y a aussi l'accueil dans les hôpitaux. Il y a l'accueil qui... Et là, je veux jeter un pavé dans la mare, dans votre jardin. Exactement. Quand l'accueil refroidit à l'hôpital, quand l'accueil pose un problème, quand le traitement même du patient, pour employer enfin, un mot de votre giron, est maltraité par le personnel de santé. Est-ce qu'au vu de tout ceci, l'on est prompt à aller dans les hôpitaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il y a... Bon, je pense que vous aurez déjà dû remarquer qu'avec moi, le problème ne se pose pas. Pas du tout alors. Avec moi, là, pas du tout alors. Si on avait montré les coulisses avant le débat, les téléspectateurs allaient comprendre. Exactement. Oui. Alors, oui, ça participe beaucoup parce que le patient qui vient nous voir, il est d'abord humain de base. Il vient avec un problème, il s'attend, l'accueil du médecin va concourir vraiment à tout le reste de l'examen. On appelle ça la déontologie. Déontologiquement, l'accueil, c'est très important parce que ça va permettre au patient de s'ouvrir ou pas. J'ai un médecin qui déjà est renfermé, il fronce la mine, j'ai peur de lui parler. Le médecin doit être celui qui met vraiment à l'aise le patient. Je fais une petite blague, je touche ceci, je touche sans bien toucher la sensibilité du patient. Oui. D'accord. Mettre à l'aise le patient, c'est vraiment primordial parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste de l'examen. C'est ça. D'accord, c'est très important. D'accord. Nous parlons de consultation tardive. Est-ce qu'il y a spécifiquement des catégories sociales qui consultent tardivement, justement? Oui. Dans votre pratique de métier? Oui, sans bien vouloir vexer ma chère population, c'est vraiment la population rurale qui consulte tardivement. Comme vous l'avez dit, ils considèrent que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, on a plus des gens... Parce qu'il y a certaines personnes, je ne vais pas dire les non scolarisés, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas scolarisées, mais qui ont un degré d'émancipation assez élevé pour aller à l'hôpital, même quand ils n'ont pas de symptômes. Des consultations de routine, où vous allez voir que ce sont ces patients-là qui, précédemment, ont eu un problème, qui les a traumatisés vraiment et qui viennent à l'hôpital en parler à chaque fois, faire des analyses pour voir si le problème est toujours là ou pas. Donc, c'est vraiment les populations rurales qui ne consultent pas tout. Comment est-ce que le médecin généraliste, que vous êtes d'ailleurs, peut suspecter des infections silencieuses chez un patient lors d'une consultation, par exemple, ou bien dans la vie courante? D'accord. Dans la vie courante, c'est un peu difficile. D'accord. Mais en consultation, le patient vient déjà à l'interrogatoire, tu sais si le patient a... Tu peux déjà suspecter une infection parce que les signes dont le patient te parlera, c'est ça qui va déterminer toi, ton diagnostic. Alors, docteur, que change le diagnostic tardif dans la prise en charge d'une maladie chez un patient? Le diagnostic tardif est vraiment très dommage. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est des médecins, on a un cœur. Oui. Il y a certains patients auxquels on s'attache facilement. Et ces diagnostics tardifs, c'est-à-dire qu'il a consulté au stade de complications. Et les complications entraînent le mot qu'on n'aime pas trop entendre, la mort. Et ça, c'est vraiment la partie la plus dommage des diagnostics tardifs. Les complications où on ne peut plus rien faire, on est obligé d'accompagner le patient. Et il y a aussi le décès. Malheureusement, et c'est justement pour éviter ces cas que nous vous avons invité ce matin, Dr Maïsarat Alao Fari. Si vous avez un conseil ultime, enfin pas ultime, pour clôturer cet entretien, que diriez-vous à nos téléspectateurs qui vous regardent? Je voudrais que vous vous adressiez à eux en regardant dans cette caméra qui est devant vous directement, comme le dirait l'autre, les yeux dans les yeux. D'accord. Moi, je les appelle ma très chère population.
Je conseille à la population de vraiment ne pas attendre. Ça, je le dis et je ne le dirai jamais assez. Il faut vraiment venir consulter dès qu'on a le moindre bobo déjà. Parce qu'on peut encore pardonner la phase asymptomatique, parce que nous aussi, on est des humains, on le fait. Mais dès qu'on a le moindre problème, ne pas aller demander conseil à tel ou tel ami. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les infections sexuellement transmissibles peuvent rendre stérile. Ça, je le dis, hein. Ça peut rendre stérile homme comme femme. Ça peut propager le risque de contagion, ça peut propager vraiment le nombre de personnes, parce qu'une personne qui a plusieurs partenaires va propager ces virus-là à ces partenaires-là qui, si on ne sait pas, ont aussi d'autres partenaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment venir consulter à temps. Et je passe d'ailleurs par ce canal pour dire qu'il y a une conférence, hein, j'aurai une conférence débat à EIA Centre sur les infections sexuellement transmissibles, totalement gratuite. Notre but, c'est de sensibiliser la population. Elle aura lieu quand, cette conférence? Ce sera le samedi 7 février, le samedi de la semaine prochaine, je crois, à EIA Centre, à partir de 9 h. L'information est toujours primordiale pour pouvoir se prémunir et avoir les outils nécessaires qui vous permettent de prendre des décisions rapides et qui pourraient vous sauver la vie. Docteur Maïsarat Alao Fari, merci d'être passé. Je vous remercie. Je vous dirai la même chose comme à tous nos invités ici. C'est chez vous. Je vous remercie, c'était avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, on va prendre congé donc du docteur Maïsarat Alao Fari et on va aller maintenant dans le monde de l'éducation média. On va aller dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'informatique. Avec l'intelligence artificielle, il est apparu de nouveaux métiers. Et oui, des compétences que l'on développe à partir de l'intelligence artificielle. On en parle. L'artificiel n'est pas forcément superficiel et l'intelligence artificielle n'est pas forcément du virtuel sans choses concrètes. Eh bien, on en parle ce matin. Quels sont ces métiers que vous pourriez exercer et gagner votre vie à partir de l'intelligence artificielle? C'est avec Marvin Promise Aïnalou. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va super bien. Toujours en forme. Ah oui, par la grâce de Dieu. Alors, vous avez décidé ce matin de nous parler de ces nouveaux métiers qui apparaissent avec l'intelligence artificielle. Oui, bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Cristal Besson, qui est un expert en IA et un business architecte. Bonjour Cristal, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Super. Alors là, toute la semaine, on a parlé d'IA générative, de mode d'emploi. Et il y a le thème de productivité, de s'adapter à l'IA qui vient très souvent. Et là, on se rend compte en fait que l'IA a fait qu'il y a de nouveaux métiers. Quand vous parlez de métiers créés par l'intelligence artificielle, c'est quoi réellement? Ok. Lorsqu'on parle de métiers créés par les intelligences artificielles, il faut dire que nous parlons des métiers qui n'existaient pas il y a 3 ou 5 ans et qui existent aujourd'hui grâce à la disponibilité de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut dire qu'il y a 3 ou 5 ans, ce n'est pas que les intelligences artificielles n'existaient pas, mais ce n'était pas accessible au grand public, c'était encore très fermé. Aujourd'hui, c'est accessible et grâce à ça, on a la naissance de nouveaux métiers et c'est ces métiers-là qu'on considère aujourd'hui comme des métiers créés grâce aux intelligences artificielles. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de métiers, de nouveaux métiers qui sont apparus avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, mais il faut dire que dans cette grande famille-là, il faut avoir deux spécificités. Nous avons les métiers techniques et nous avons les métiers liés à l'usage. Parce que la technique, si je considère que je m'adresse aux profanes, c'est que la technique, c'est toutes les personnes qui sont au niveau de la conception. On crée les intelligences artificielles, on développe les intelligences artificielles. Et l'usage, c'est l'utilisation de ces outils-là pour pouvoir augmenter en productivité, comme l'a souligné Marvin tout à l'heure. Donc dans cette catégorie, si je prends par exemple tout ce qui est lié à la création ou au développement, nous avons la data science, les learning management system engineer, il y a beaucoup de choses dans ce secteur, mais je dirais que pour ce que je vais dire ici qui va vraiment intéresser les gens, c'est ce qui est lié à la productivité. Et à la productivité, nous avons beaucoup de métiers de type, par exemple, je peux appeler ça de façon
un peu cru, je dirais les photographes IA. Vous savez, il y a encore quelques années, pour pouvoir développer une banque d'images, parce que pour information, dans les entreprises, la plupart ont besoin de banques d'images. La banque d'images, c'est l'ensemble des images constituées de photos pour Noël, pour janvier, Pâques et les différents trucs qu'on utilise à chaque fois pour pouvoir créer des visuels, pour pouvoir créer tout ce dont on a besoin pour pouvoir communiquer. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc pour ça, par exemple, les entreprises ont recours à des mannequins, des photographes, des stylistes, des maquilleurs et aussi pour pouvoir aussi surtout faire attention au code couleur qu'ils ont dans leur charte graphique. Vous voyez, donc ça nécessitait beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, une seule personne peut remplacer tout ce staff-là, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, une seule personne peut faire le boulot de toutes ces personnes. Il prend l'image, oui, juste avec son ordinateur. Il change l'arrière-plan, il fait plein de choses. Voilà, exactement. Juste avec son ordinateur, cette personne-là a la capacité de pouvoir générer des images pour la banque d'images d'une entreprise en respectant tout, code couleur et tout. Donc on peut citer photographe, on peut parler aussi, dans la publicité, on peut parler des vidéastes IA qui remplacent aussi largement aussi toute cette gamme de vidéastes publicitaires qu'on a aujourd'hui, juste avec quelques prompts et une bonne maîtrise de l'utilisation des intelligences artificielles, peuvent créer des spots publicitaires juste extraordinaires. Donc il y a aussi plusieurs exemples qu'on ne pourra pas énumérer ici. D'accord. Alors, là maintenant, vous avez parlé du fait que ces nouveaux métiers, en fait, sont en train de remplacer ceux existants déjà. Est-ce que ce n'est pas un peu cru de dire, est-ce que ce n'est pas plutôt ceux-là qui ont la compétence de base, parce que vous savez, apprendre encore plus n'est pas mauvais. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui sont en train, qui ont le domaine, qui ont la maîtrise dans le domaine, qui sont en train de mieux se former et qui sont en train de développer ces compétences-là plutôt que de dire que bon, le vidéaste AI remplace le vidéaste standard ou le vidéaste publicitaire? Je n'oserais pas dire que l'un remplace l'autre. Mais déjà, je veux donner un éclaircissement. C'est-à-dire que utiliser une intelligence artificielle, c'est exactement comme utiliser une machine pour labourer la terre pendant que les autres utilisent la houe. C'est ça. Donc ça permet d'aller vraiment très vite. Mais on est d'accord que tu ne peux pas utiliser une machine pour labourer la terre si tu n'as pas de compétences dans tout ce qui est culture, tout ce qui est agricole et tout ce qui va avec. Donc dans un sens ou dans l'autre, il faut toujours avoir ce qu'on appelle des backgrounds. Il faut toujours avoir des antécédents liés à ce que tu veux faire. Donc, si on considère que l'intelligence artificielle vous permet d'aller beaucoup plus vite, il est logique qu'un photographe ou un vidéaste qui utilisait déjà la manière classique pour pouvoir travailler peut adapter les intelligences artificielles pour aller très vite. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui, après avoir pris des photos, au lieu de retoucher via Photoshop, envoient ça dans des outils d'intelligence artificielle qui font le travail automatiquement en 30 secondes, ces vidéos sorties. Et donc, ça pose le problème de renforcement de capacité, d'apprendre tous les jours, à améliorer son domaine d'activité. Exactement, exactement. Et c'est cette quête-là qui doit être notre. Il faut tout le temps chercher à pouvoir s'améliorer et utiliser les outils. Le secteur de l'intelligence artificielle, comme le secteur du numérique en général, c'est un secteur qui évolue beaucoup. Ça évolue surtout très vite. Pour dire, chaque 15 jours, il y a une nouvelle sortie. Donc, il faut beaucoup faire tout ce qu'on appelle recherche et développement, que ce soit sur vous-même ou sur les métiers de votre secteur d'activité. D'accord. Là maintenant, sur les réseaux sociaux, on assiste à ce qu'on appelle de l'autoprogrammation. Avec l'avènement de l'IA, tout le monde en fait est expert en intelligence artificielle, donc tout le monde est vidéaste AI, tout le monde est photographe AI. Comment en fait mieux reconnaître les personnes là qui ont vraiment la maîtrise du domaine? Parce que là, vu que tout le monde s'autoprogramme expert du domaine, on n'arrive plus à faire la différence entre qui maîtrise réellement et qui ne maîtrise pas. Déjà, dites-nous, est-ce que l'IA dans sa globalité est cernable à 100% pour se programmer expert? Il est abusé de dire qu'on est expert en général. Tout à l'heure, j'ai donné les deux grandes catégories que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle les techniciens. Les acteurs de l'ombre. Les acteurs de l'ombre, voilà, et ceux qui sont dans l'usage. D'accord? Il est impossible pour quelqu'un d'être dans le secteur technique et de ne pas faire des études. Si quelqu'un se dit dans ce secteur-là et qui n'a pas fait des études dans ce sens, c'est un usurpateur. Ce n'est pas logique. D'accord? Mais de l'autre côté, pas besoin forcément d'avoir des études. Déjà que dans notre système éducatif
et même au-delà de nos frontières, ça n'existe pas de façon concrète. Toutefois, il y a des centres de formation qui existent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui existent. Moi, je le fais avec mon cabinet, où nous formons des gens à l'utilisation de ces outils-là avec une attestation à la fin qui prouve que telle personne a vraiment suivi telle formation et a les compétences. Ok. Il faut dire que le marché de l'emploi aujourd'hui veut ça. Des gens connaissent le potentiel des intelligences artificielles parce qu'un employé qui est bon et qui ajoute l'intelligence artificielle peut remplacer 10 employés. C'est quelque chose de logique. Donc, logiquement... Et donc, apporte un plus Oui, à apporte- l'entreprise dans laquelle Exactement. il officie. Exactement, exactement. Ce qui fait que aujourd'hui, les recruteurs sur le CV essaient de voir si en bas, la personne, par exemple, a mis une mention certifiante de maîtrise de ChatGPT. Juste ça, par exemple. Et si, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les intelligences artificielles sont catégorisées par secteur d'activité. Si je prends la santé, si je prends la comptabilité, il y a des IA qui sont dans ces secteurs-là. Il est impossible pour un comptable, aujourd'hui, d'évoluer sans pouvoir maîtriser des IA qui sont dans son secteur d'activité. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Est-ce qu'on à peut dire savoir. aujourd'hui que l'IA touche la plupart des secteurs d'activité? BTP, commerce, loisirs, tout ce que vous voulez. Oui, c'est comme un virus, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, qui est partout. Exactement. Dans tous les secteurs d'activité, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser l'IA pour augmenter nos performances. Ok, mais là, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé du fait que, vous avez abordé le fait que les photographes, avant, quand ils faisaient les prises de photos, il fallait retoucher avec Photoshop. Hier, on a abordé le fait que chaque fois quand on donne une donnée à l'IA, nos données dépassent les frontières, donc se retrouvent dans une base de données où on n'a pas forcément l'accès, donc qui sont vraiment libres de droit aux créateurs des intelligences artificielles. Ouais. Là maintenant, ils ne font plus les retouches via Photoshop et ils utilisent maintenant des IA. Est-ce que là maintenant, les entreprises qui signent un contrat de confidentialité, qui signent un contrat de non-divulgation en fait, des projets internes de l'entreprise ne se retrouvent pas en danger en quelque sorte parce que toutes les photos prises ou bien toutes les bandes d'images qui ont été utilisées ou toutes les photos prises dans l'entreprise se retrouvent quelque part dans un autre pays en train de circuler libre de droit qu'on peut utiliser à tout moment? Déjà, je pense que c'est là qu'il faut une très grande sensibilisation, parce que nous, on a commencé depuis des années. Il faudrait vraiment savoir que pour utiliser une intelligence artificielle, il est important de faire, je dirais, quelque part, une petite formation. Parce que dans les clauses d'utilisation, il y a des cases que vous pouvez cocher ou décocher pour permettre aux gens d'utiliser vos données pour pouvoir alimenter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se nourrit d'elle-même des informations pour pouvoir grandir. Ça, c'est déjà très important qu'il faut savoir. Et pour la question de souveraineté, si je peux dire ça dans ce sens, il est important pour nous de pouvoir développer notre propre, comment j'ai appelé ça déjà, serveur. Il y a des serveurs, c'est sur des serveurs qu'on stocke tout ça, que les données sont stockées. Donc, il est important de pouvoir développer des secteurs. Entendu qu'aujourd'hui, on peut intégrer l'utilisation. Entendu qu'aujourd'hui, par exemple, on peut intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans presque tout. On peut intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics, dans les entreprises. Et si les données de ces entreprises-là sont à la disponibilité des personnes, ou bien à la disposition, ma foi, des personnes qui ne sont pas forcément de bonne volonté, ce n'est pas pour forcément l'avantage de l'entreprise. Donc, il est important de pouvoir, je pense quelque part, à la longue, développer un serveur ici afin de pouvoir stocker toute cette data et que nos données n'aillent pas ailleurs. Mais s'il faut utiliser les intelligences artificielles d'autres personnes ou d'autres pays qui ont développé déjà des solutions, il faut savoir les utiliser afin de pouvoir protéger les données que nous mettons à disposition de cette intelligence artificielle pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Est-ce que l'on pourrait suggérer, par exemple, au pouvoir public de développer des intelligences artificielles propres à notre culture, à notre environnement, à ce qui répond à notre identité, afin d'accompagner tout ce qui se fait dans le pays, au lieu d'être tourné toujours vers l'extérieur? Oui, bien sûr. Et avec beaucoup de fierté, je peux vous dire qu'on a déjà commencé vraiment à travailler dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà commencé, qui sont déjà à pied d'œuvre sur ça, sur ce côté-là. Aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle se voit vraiment dans le besoin, surtout au niveau de la population rurale. Vous voyez, où il y a beaucoup de choses qui sont encore
je dirais, un peu robotisé. Il y a beaucoup de choses qui sont tout le temps là, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Si je prends par exemple le secteur de la pharmacie, parce que madame vient de passer tout à l'heure, ça m'inspire beaucoup. Il y a possibilité de pouvoir, grâce aux intelligences artificielles, démocratiser tout ça et de permettre à des personnes dans des zones reculées de pouvoir avoir accès à une bonne pharmacie à disposition sans humain. Vous voyez, il y a d'autres choses qui sont liées aux SFD. Quand je dis SFD, c'est... Système financier décentralisé. Exactement. Vous voyez, qui permettent vraiment de pouvoir pallier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est ici à Cotonou peut avoir des représentations ou des filiales partout au Bénin, juste avec les intelligences artificielles. C'est vrai qu'on peut parler de robotisation parce qu'il faut intégrer les choses sur des supports, mais bien sûr, c'est possible. Marvin, je crois qu'on a fait un peu le tour d'horizon. À moins que vous ayez une dernière question. On a fait le tour d'horizon et ce que je peux retenir, et j'espère que les téléspectateurs aussi l'ont retenu, c'est que les nouveaux métiers créés par l'intelligence artificielle ont, dans un sens donné, des avantages très précieux parce que ça permet de plus avoir de la productivité, d'être plus performant. Toutefois, il faut faire très attention à ne pas divulguer des informations sensibles à l'IA. Et on recommande, on espère très bientôt avoir nos serveurs d'ici, nos serveurs locaux, qui vont permettre en fait de stocker nos données sans pour autant les envoyer dans des pays avec libre de droit. Merci Marvin Promise Ainado, merci pour cette lucarne sur l'intelligence artificielle toute cette semaine. On se retrouve très prochainement pour d'autres actualités tech. C'est ça. Allez, mesdames, messieurs, dernier acte de cette célébration, la revue de presse, ça va être dans un instant avec Marcel Arrossi. Dit la presse dans notre pays ce jour. Marcel Arrossi pour nous informer. Marcel, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Le Soleil Bénin Info plonge aujourd'hui au cœur de la contestation électorale. Une bataille inattendue, mais très inattendue. Celle de deux alliés du pouvoir, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Désormais adversaires devant la Cour suprême. Le Soleil Bénin Info décrit une guerre des chiffres, une tension née des urnes, nourrie par les recours. À Promisérité, par exemple, la contestation s'enracine. L'UPR accuse la Direction générale des élections et la Sénat sont mises en cause. Les résultats sont dits inversés, manipulés, biaisés. Mais le journal tempère et va écrire. La Sénat a joué pourtant la carte de la transparence. Procès-verbaux affichés, observateurs présent, résultat proclamé à visage découvert. La Nation, le journal le quotidien de service public, quitte l'arène électorale pour entrer dans l'atelier des lois. Le quotidien annonce que plusieurs lois sont nouvellement modifiées à l'Assemblée nationale. La loi, par exemple, sur le Haut Commissariat à la prévention de la corruption vient d'être renforcée, adoptée à l'unanimité des députés présents. La Nation enchaîne et explique la retouche de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Article ajusté, procédure précisée, conditions de saisine clarifiées désormais, 68 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le journal salue une réforme qui veut consolider l'état de droit, élargir les prérogatives de la Cour et fluidifier l'accès des citoyens à la justice constitutionnelle. Puis, la Nation termine sur le Conseil économique et social, dont la loi organique est aussi actualisée pour harmoniser les tests et réaffirmer les prérogatives du bureau de l'Assemblée nationale. Bénin Intelligent salue une loi historique, celle qui renforce la prévention, la prise en charge et l'élimination du VIH-Sida, adoptée à l'unanimité aussi. La nouvelle loi tourne une page, celle d'un test ancien jugé insuffisant. Bénin Intelligent va détailler 59 articles, 9 chapitres, un arsenal juridique qui protège et défend. Le journal insiste aussi sur la lutte contre la stigmatisation, la protection des femmes, des enfants, des groupes vulnérables et du personnel médical. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, mon cher Marcel Arrossi. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine cette émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là depuis lundi. Merci pour votre fidélité. Les programmes de Bénin TV se poursuivent et nous vous souhaitons du plaisir à les suivre.